Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, c'est l'heure de l'heure libre, émission en partenariat Sud Radio et Front Populaire La Revue. Je suis évidemment aujourd'hui avec Michel Onfray, fondateur de La Revue, qu'on va retrouver dans un instant, Maxime Lenagar, rédacteur en chef, et notre invité est Anthony Cortès, auteur de l'enquête L'affrontement qui vient, de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme aux éditions du Rocher, un livre qui tombe bien devant la flambée des violences qui affectent notre pays. Et évidemment, avec lui, nous allons nous demander, manifestants, policiers, à qui doit-on les violences? C'est une question importante après les affrontements de Sainte-Soline et la petite musique qui monte sur les réseaux sociaux depuis des semaines sur les violences policières. Alors bonjour à tous les trois. Bonjour Michel. Et je commence avec vous, Anthony Cortès. Vous venez de publier ce livre, L'affrontement qui vient, aux éditions du Rocher, un livre où vous décryptez les différents combats des militants écologiques et la montée en radicalité de certains d'entre eux. C'est un livre que vous co-signez avec Sébastien Leurquin, qui est journaliste aussi. Vous êtes un observateur de ces mouvements qui sont de plus en plus extrémistes. Alors évidemment, l'actualité de Sainte-Soline, avec ces images très violentes, on rappelle qu'il y a eu plus de 200 blessés, dont 47 gendarmes, dont 2 toujours en état très grave. Tout ça, ça vous donne raison. Alors on va parler de ces violences aussi que l'on observe dans les manifestations sauvages, dans les manifestations officielles. Mais commençons par le commencement, Anthony Cortès. Depuis quand vous observez cette montée de la radicalité en France? Alors ça fait de longs mois. Alors c'est vrai. Alors d'abord, il faut dire qu'on a commencé cette enquête il y a plus d'1 an et demi avec Sébastien Leurquin. On se disait que voilà, après les marches pour le climat qui ont été des échecs parce qu'elles n'ont pas été entendues par le pouvoir, après la création de certains mouvements plutôt radicaux comme Extinction Rébellion qui a été importé du Royaume-Uni, on allait aller vers une montée en tension forcément sur les côtés, sur les questions écologistes. Et quand on est allé sur le terrain avec Sébastien, on a vu que il y avait des ressentiments, de la frustration, de la colère qui s'est finalement exprimée par de la rage à Sainte-Soline, la faute à un certain nombre de déceptions du gouvernement notamment. Et vous me parliez de radicalité, il y a une preuve très claire, c'est les actions. Ce sont les actions. On est passé des jets de peinture au blocage de route, au sabotage, et maintenant on est carrément à l'étape de l'affrontement avec l'État, avec les représentants. C'est ce que j'allais vous dire. On a vu qu'ils étaient très préparés. Ils utilisaient des cocktails Molotov, qui sont des armes de guerre. Hein. C'est plus du tout, on va dire, de la manifestation pacifique, comme il y en avait pendant longtemps du côté des écologistes. Totalement. Et ça, on l'a vu dès le mois d'octobre dernier. Pour l'écriture de ce livre, on était déjà à Sainte-Soline à l'époque dans les Deux-Sèvres pour la première étape de cette manifestation contre les bassines. Et ce qu'on a vu, c'est que en première ligne, déjà, il y avait des groupuscules d'ultra-gauche, des pratiquants de cette pratique qui s'appelle le Black Bloc, cette technique. Ils étaient en première ligne avec déjà des cocktails Molotov, avec déjà des méthodes très radicales. Et déjà, on avait comme intention d'aller défier le pouvoir en place par la violence. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça entre dans une stratégie globale. C'est une stratégie qui a été pensée par l'universitaire suédois Andreas Malm. C'est la stratégie du flanc radical, c'est-à-dire s'appuyer sur des éléments radicaux, les envoyer en première ligne pour faire planer la menace de la violence et ainsi pousser le pouvoir à discuter avec le flanc modéré, c'est-à-dire les écologistes traditionnels. Sauf que là, ce qu'on voit à Sainte-Soline, c'est un véritable dérapage, et je pèse mes mots. On est même au-delà, c'est-à-dire que cette stratégie s'est retournée contre les écologistes. On n'est plus à l'étape de menace de la violence, mais à l'étape de la violence. Tout à fait. Alors je voudrais demander à Michel Onfray, est-ce que cette montée de la violence en France et de la radicalité lui fait penser à la radicalité de l'extrême gauche des années 70? Je pense à Action Directe, aux Brigades Rouges. Est-ce qu'on en est là, Michel? Est-ce que c'est comparable? Oui, enfin on peut y songer effectivement. Moi j'avais écrit un gros article dans une revue en 1992 sur l'écologie, et à l'époque je m'étais renseigné, les Américains faisaient savoir que dans les années à venir, le vrai danger en matière de politique viendrait de ce côté-là. Alors évidemment je trouvais que c'était quand même un peu beaucoup, parce qu'à l'époque on était dans une écologie un peu bucolique, un peu virgilienne je dirais. Et puis au fur et à mesure on a vu effectivement que ça devenait un prétexte, et qu'il y avait une espèce de front commun entre l'extrême gauche, entre l'islamo-gauchisme,
entre Mélenchon qui cristallise beaucoup de cette haine-là et qui instrumentalise la haine. Et on voit effectivement que les écologistes ne sont pas très regardants sur leur véritable combat. C'est-à-dire que quand il s'agit d'être vraiment anticapitalistes, on les voit pas trop. Ils finissent toujours par voter par Macron, ils défendent l'Europe de Maastricht, enfin, ils sont quand même sur une logique tout à fait particulière. Et puis il y a cette fraction de Black Bloc qui, eux, sont prêts à utiliser tout et n'importe quoi. Alors pourquoi pas les écologistes? Ils ont utilisé les gilets jaunes. Je rappellerai quand même que les gilets jaunes ont eux aussi démarré de manière pacifique. Ils revendiquaient sur des ronds-points dans les campagnes. Et puis ces gens-là sont arrivés et systématiquement veulent mettre le bazar. Je pense qu'il y a une espèce de milice un peu islamo-gauchiste, enfin qui travaille pour les islamo-gauchistes. Il s'agit de détruire le capital, le capitalisme, de fabriquer une révolution pour installer un régime politique dans lequel on aurait quoi? On aurait un Mélenchon qui deviendrait le porte-parole de l'écologie alors qu'il a passé sa vie à défendre l'agriculture productiviste, le nucléaire, etc. Donc je crois qu'il faut essayer d'articuler, de voir comment s'articule la violence, l'avant-garde éclairée d'une espèce de violence marxiste ou post-marxiste, et puis un discours écologiste, parce que globalement la question de l'eau elle mérite d'être posée. Enfin, cette idée qu'il faudrait partager l'eau, que les gros paysans, les gros agriculteurs posséderaient l'eau et en déposséderaient les petits agriculteurs, moi ça m'intéresse. Je trouve que d'une certaine manière le combat est légitime, mais le combat est une espèce de prétexte, et les bassines c'est vraiment une espèce de prétexte. Il y a une espèce d'avant-garde éclairée et révolutionnaire d'une certaine manière qui a très envie de faire tomber le capital et qui utilise la violence à cette fin-là. Oui. Et est-ce que Anthony Cortès, ces militants que vous avez rencontrés, ils sont prêts à passer l'étape d'après, c'est-à-dire utiliser des armes et faire des morts finalement, et cette fois-ci plus involontairement? Pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est vrai que la ligne rouge, pour le moment, du côté des militants écologistes, c'est le respect des êtres humains, c'est le respect du vivant, comme ils l'appellent. Et c'est pourquoi la notion d'écoterrorisme, on en parlera plus tard, mais est à interroger, est à remettre en contexte. Mais non, pour l'instant, les militants n'ont pas envie d'aller jusqu'à ce cap-là, en tout cas. Mais à ce qu'ils ont envie de secousse, ça, oui, clairement, ils ont envie de faire trembler l'État, de faire trembler les entreprises jugées écocidaires. Et pour cela, ils vont vers une sorte de convergence des luttes, d'alliance de circonstances avec l'ultra-gauche. Et je rejoins Michel Onfray là-dessus, c'est que l'ultra-gauche est un courant, enfin, est composé de mouvances très opportunistes. C'est-à-dire que, évidemment, qu'ils ne portent pas le combat écologiste au cœur. Ils ne l'ont jamais vraiment été, mais c'est un prétexte aujourd'hui pour lutter contre le capitalisme, parce que c'est la lutte du moment. L'écologie, on en parle beaucoup avec les différents rapports du GIEC. On nous dit il reste très peu de temps pour agir. Souvent, les militants brandissent les 3 ans, les fameux 3 ans pour agir, même si là aussi c'est à interroger, parce que c'est 3 ans avant de passer un certain cap, c'est pas 3 ans avant de ne plus pouvoir rien faire. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est la lutte qui permet aujourd'hui l'emploi de méthodes très radicales, voire de la violence, parce qu'on est dans l'urgence. D'accord. Alors on va continuer dans un instant à s'interroger sur le danger que ces militants représentent. Est-ce qu'ils méritent aussi une répression? Où est-ce que nous en sommes d'ailleurs de ce point de vue-là? Est-ce qu'il n'y a pas une dérive d'État dans la répression? On va interroger ces violences, on va se demander ce qu'est l'écoterrorisme plus précisément. Ce sont quelques-unes des questions que l'on va se poser dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Il est 10h14, de retour dans l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio, tous les samedis matins de 10 à 11, un partenariat Front Populaire, la revue Sud Radio. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Onfray, de Maxime Ledagar, rédacteur en chef de Front Populaire, et notre invité est Anthony Cortès, qui sort un livre très remarqué, L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'écoterrorisme, aux éditions du Rocher. C'est le thème de ce matin. Que se passe-t-il pour que l'on observe de tels déchaînements de violence dans notre pays? C'est la question que l'on se pose depuis le début de l'émission. Et Maxime Ledagar, faites-nous un petit bilan, s'il vous plaît, entre la crise des Gilets jaunes, les affrontements avec les écolos radicaux, dont les événements récents, notamment de Sainte-Soline, et les manifestations donc contre le projet de réforme. Est-ce qu'on a une idée du nombre de blessés, d'arrestations qui se déroulent sous nos yeux là? Oui, alors pour ce qui était des Gilets jaunes, l'échelle était différente quand même. Rappelez-vous, 11 000 gardes à vue, 5 300 poursuites judiciaires, 3 200 condamnations de manifestants, 400 peines de prison ferme avec incarcération immédiate, 2500 blessés, 313 enquêtes de l'IGPN pour des faits de violence policière, et selon le décompte du journaliste, vous vous souvenez, David Dufresne, qui faisait ça beaucoup, 353 manifestants blessés à la tête, dont 30 éborgnés.
A priori, rien de comparable à Sainte-Soline, sauf si l'on rapporte le bilan au nombre de jours, parce que évidemment ça a duré beaucoup moins longtemps. Les manifestants annoncent, vous l'avez dit Stéphane tout à l'heure, 200 blessés, donc 40 grièvement dans leur rang. À noter que dans les rapports des opérations remis au ministère de l'Intérieur il y a quelques jours, la gendarmerie n'a recensé que 17 manifestants blessés et 47 gendarmes blessés également, dont 2 en urgence absolue. En revanche, concernant le mouvement social de la réforme des retraites, on a appris hier que plus d'une centaine de plaintes ont été déposées pour atteinte arbitraire à la liberté et entrave à la liberté de manifester. Et là, on retombe un petit peu sur le phénomène gilet jaune. 952 personnes placées en garde à vue sur les 2 dernières semaines de mobilisation. Et il y a une avocate, justement, Claire Bouillon, qui confie à France Info hier, je la cite, « Un aussi grand nombre d'interpellations n'a pas été vu depuis les gilets jaunes ». Alors l'IGPN a été saisi de 17 enquêtes judiciaires dans le but... Depuis le début des mobilisations, dont l'une vise les policiers de la Brave M, vous savez, la brigade motorisée qui fait polémique, et qui, il faut le rappeler, avait été spécialement créée en 2019 pour lutter contre les gilets jaunes. Donc s'il y a une corrélation à faire, c'est plutôt entre les mouvements sociaux actuellement et l'épisode des gilets jaunes à l'époque. En tout cas, les chiffres donnent le vertige quand même. Ce sont des chiffres très très importants. Michel Onfray, est-ce que la police, la gendarmerie ne sont pas devenus le dernier rempart du macronisme, entre guillemets? Est-ce que c'est pas eux qui tiennent le pays finalement, et ils le tiennent à coup de matraque? Oui, on va faire une petite philosophie de la police et de la gendarmerie tout de même. C'est-à-dire les gens ont l'impression que c'est une espèce de mouvement autonome et que ils sont animés par la violence, même par la maladie mentale, si on en juge par les propos de Jean-Luc Mélenchon qui nous fait savoir que un certain nombre de ces gendarmes motorisés ou de ces troupes motorisées relèvent de la psychiatrie. On se dit qu'il faut tout de même savoir à quoi sert la police. La police, elle obéit. Elle obéit à son commandement, qui lui-même obéit à la préfecture, qui elle-même obéit au ministre de l'Intérieur, qui lui-même obéit au chef de l'État. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de croire que c'est une espèce d'excroissance autonome qui serait violente de manière intrinsèque. Non, elle obéit aux ordres qu'on lui donne. La police, c'est la même chose avec l'armée. L'armée ne décide pas de faire un conflit en disant on a pris l'initiative d'intervenir en Ukraine. C'est le chef de l'État qui décide. Donc dans cette mesure, je crois qu'il faut arrêter d'accabler la police, juste dire la police, elle obéit à Macron et Mélenchon serait au pouvoir, elle obéirait à Mélenchon. Et je pense qu'il y aurait des morts. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de théoriser sur la police comme si c'était une idole platonicienne ou une icône platonicienne. C'est une réalité, c'est un bras armé qui obéit au pouvoir en place, quel qu'il soit. Je pense que parmi les CRS, il y a des gens qui éventuellement votent même peut-être Mélenchon, j'en sais rien, mais il y a des gens qui votent Macron, sûrement, peut-être des écologistes ou des gens qui votent pour les écologistes et qui font ce métier-là, qui sont en plus de ça souvent des prolétaires ou des gens issus des petites familles. Sont pas la plupart du temps des gens qui ont fait Henri IV, Normal Sup et une agrégation. Ce sont des gens qui sont issus de milieux modestes. Donc il faut arrêter d'accabler la police, il faut arrêter d'accabler l'armée ou la gendarmerie. Elle fait ce qu'on lui demande de faire. Et puis continuons d'accabler ceux qui demandent à la police ou à la gendarmerie qu'elle fasse ce qu'elle fait. Alors Anthony Cortès, est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que la police comme la gendarmerie sont utilisées un peu plus que de raison et utilisées à tort par le gouvernement dans cette répression très féroce? Oui, totalement. Et puis pour ce qui est de Sainte-Soline, on en parlait tout à l'heure, là aussi on peut se demander si le dispositif n'était pas disproportionné et s'il n'a pas constitué aussi un chiffon rouge, parce qu'il y avait tout de même 3200 hommes mobilisés, gendarmes et forces de l'ordre, pour 6000 manifestants selon la préfecture. Bon, les manifestants, eux, disent qu'ils sont 30 000, mais si on prend les chiffres de la préfecture, ça fait tout de même un agent pour 2 manifestants. C'est quand même énorme. Et je ne parle même pas des moyens utilisés, on en a parlé tout à l'heure. Mais alors il y a cette question du maintien de l'ordre, c'est une question très importante, mais elle s'inscrit aussi dans une logique qui est celle d'un tour de vis sécuritaire et qui touche notamment les écologistes en particulier, parce que depuis 2015, alors en 2015 il y a eu l'état d'urgence, ensuite il y a eu une loi qui a inscrit dans le droit commun des dispositions d'exception qui a facilité les assignations à résidence, qui a facilité la surveillance, qui a facilité les perquisitions aussi. Il y a eu ensuite un certain nombre de décrets qui ont permis d'inscrire dans les fichiers les opinions politiques des manifestants. Enfin voilà, quand on additionne tout ça, le maintien de l'ordre, ces textes de loi, ces décrets et même les circulaires après le premier épisode de Sainte-Soline où Éric Dupond-Moretti demandait une fermeté absolue pour confondre les manifestants, notamment pour association de malfaiteurs, alors qu'à l'époque on n'en était pas encore aux incidents qu'on a vus là ces derniers jours. Oui, on peut se demander si la majorité, si le gouvernement ne s'enferme pas
dans une fermeté stérile et qui peut avoir comme effet contre-productif de faire monter les radicalités, que ce soit dans les mouvements sociaux ou dans les mouvements écologistes. Oui, vous dites dans votre livre, à vous lire, vous dites que l'État organise une véritable traque de certains militants écologistes, et ça, vous dites, c'est un peu une véritable, enfin, c'est un peu une dérive. Ça n'a pas lieu d'être. Non, totalement. Et alors, d'ailleurs, ce qui est représentatif, c'est la création d'une cellule de renseignement du côté de la gendarmerie, la cellule Déméter, qui a été créée pour ça. C'était en 2019. C'était Christophe Castaner à l'époque qui était à la manœuvre, qui était ministre de l'Intérieur. Et en gros, cette cellule, elle a été créée pour faire face aux atteintes au monde agricole. Sauf que cette cellule, elle a été finalement interdite, jugée illégale par le tribunal administratif, parce qu'il y avait une sorte d'entreprise idéologique. En fait, le gouvernement, par cette cellule, combattait ceux qui s'opposaient à l'agriculture productiviste, aux agriculteurs donc qui étaient inscrits dans cette logique-là, et aussi à la FNSEA, aux jeunes agriculteurs qui ont participé à cette cellule-là. Il y a eu des moyens énormes, 3800 correspondants à travers la France. Donc là, on voit une véritable traque, pas seulement des incivilités, mais aussi de l'activisme écologiste, parce que c'est vu comme une cause qui peut mettre peut-être en danger le système actuel, l'ordre établi actuel, et donc voilà, on emploie tous les moyens. Alors, je voudrais vous faire réagir tous les deux, d'ailleurs, sur les déclarations de Alexandre Langlois, qui est un ancien syndicaliste policier, et qui a dit cette semaine sur le site de frontpopulaire.fr, je cite, « Ce n'est pas une gestion policière, mais une gestion des mouvements par un État policier. La police est un outil entre les mains des dirigeants. Ce n'est pas le marteau qui plante les clous, c'est le bricoleur qui leur tape dessus avec son marteau. Et cela fait des années que l'utilisation faite de la police est catastrophique. » Quand vous entendez ça, Michel Onfray, il vous donne parfaitement raison. Oui, parce que je pense que, je veux dire, c'est la réalité. C'est-à-dire que on sait bien comment ça fonctionne. Vous avez un chef de l'État qui est tout puissant dans la Ve République, et les ordres descendent de là-haut. C'est-à-dire qu'il y a probablement des réunions entre chef de l'État, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, et puis chef de la police, et puis une décision est prise pour savoir comment on va gérer. Et soit on dit, bon, on laisse faire, on tolère. Je rappelle que au moment du Covid, des gens qui manifestent dans la rue pour défendre Adama Traoré avec le fameux comité de soutien, ont l'autorisation de Castaner, puisque Castaner, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, fait savoir que lui aussi, il est prêt à mettre un genou en terre. C'est-à-dire que la grand-mère qui fait sortir son chien pour lui faire pipi, en dehors des clous, c'est-à-dire après le couvre-feu, elle a droit à une amende, alors que ces gens-là avaient l'autorisation. Donc on voit bien que, suivant que vous serez puissant ou misérable, la gendarmerie ou les forces de l'ordre vous taperont dessus ou ne vous taperont pas dessus, parce que le chef de l'État aura décidé. Donc oui, ce que dit Anthony est juste, il y a une espèce d'État policier, idéologiquement, je dirais que les Maastrichtiens sont des gens qui imposent leurs lois par-dessus la tête du peuple, en disant que de toute façon les référendums perdus, on les a tout de même gagnés, les élections perdues, on les a quand même gagnées, on n'écoute pas ce que le peuple dit, et puis quand le peuple fait savoir qu'il n'est pas content, on lui envoie la troupe. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de totalitaire, de policier, de dictatorial, d'autoritaire, de tyrannique dans ce gouvernement-là qui impose sa loi de manière violente. C'est devenu effectivement la milice de l'idéologie maastrichtienne. Alors, donner une réponse policière comme ça veut dire qu'on ne donne pas de réponse politique. Il serait possible quand même d'imaginer autre chose. Vous aviez imaginé, Michel Onfray, sur cette même antenne, que la possibilité d'un référendum. Ça, c'est une réponse politique à une situation donnée, que ce soit du côté de l'écologie, que ce soit du côté du mouvement social. Oui, alors là, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la réforme des retraites, moi, je suis opposé à cette réforme-là. Je défends la retraite à 60 ans. Là aussi, il s'agit de donner des gages à l'Europe maastrichtienne et de faire de telle sorte que les syndicats n'aient plus la possibilité de gérer les retraites, qu'on remet entre les mains des fonds de pension. Donc, on voit bien tout le business de Macron. Moi, je pense effectivement qu'il faudrait demander au peuple, c'est-à-dire recourir au référendum. Mais on sait bien que le peuple dirait non. Donc, Macron ne va pas perdre un référendum. Il va pas prendre le risque de perdre un référendum. Quant à la question de l'écologie, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse dissocier. Je pense qu'on ne parle pas de l'eau, de la question de l'agriculture productiviste, de la question des pesticides, alors que c'est majeur. C'est-à-dire qu'on a détruit les paysages, on a détruit les insectes, on a détruit aujourd'hui les oiseaux, on fait de telle sorte que des gros paysans puissent arroser pendant que d'autres qui sont plus petits ne le peuvent pas, pendant que ces mêmes petits paysans ne peuvent pas produire parce que finalement ils vivotent. Et il y a une vraie question de philosophie
philosophie politique dans cette aventure. Est-ce que oui ou non, on veut continuer à polluer les aliments et à faire de telle sorte qu'on ait une agriculture productiviste qui nécessite ces bassines, et à ce moment-là, allons-y, et c'est le grand capital de la terre, d'une certaine manière. Enfin, quand je dis le capital, le grand capitalisme ou les grands propriétaires, ou est-ce qu'on veut que les petits paysans puissent faire la loi? Moi, j'aimerais que les petits paysans puissent faire la loi. Ils disent des choses intéressantes, écologistes, justement. Ils veulent produire des fruits et des légumes qui sont propres. Ils veulent économiser les insectes. Enfin, ils veulent sauver les insectes ou les oiseaux. Ça me paraît quand même tout à fait défendable. Enfin, ça, c'est faisable. L'idée d'arrêter le réchauffement climatique, c'est une chose. Ça relève de l'idéologie. Mais l'idée d'agir très précisément en disant on arrête les pesticides, on arrête cet usage de l'eau qui est un usage confiscatoire, tout ça est susceptible d'être entendu. Mais ça ne s'entend plus quand il n'y a plus que de la violence pour défendre ces idées-là. Voilà. Alors dans un instant, on va revenir sur ce que Gérald Darmanin appelle l'écoterrorisme et on va revenir sur les stratégies de maintien de l'ordre à l'œuvre. Est-ce que l'écologie est devenue le terreau de la radicalité d'extrême gauche? On se le demande dans un instant aussi sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis matins. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Onfray, Maxime Le Nagard et notre invité est Anthony Cortès, auteur de cette enquête, l'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme aux éditions du Rocher. Alors on parle de violence ce matin, on parle de radicalité écologiste, on parle de stratégie de maintien de l'ordre aussi. On a vu les bilans chiffrés qui sont absolument catastrophiques. Et Anthony Cortès, ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous êtes un des rares journalistes à avoir pu mettre les pieds dans ce qu'on appelle les ZAD. On se souvient de Notre-Dame-des-Landes, qui était une périphérie près de Nantes, où les écologistes radicaux s'étaient installés et ont durablement investi ce territoire. Donc vous décrivez cette organisation, les organisations des ZAD, et alors qu'on penserait ces lieux propices à plus de démocratie, un petit peu les petits oiseaux qui chantent sur les branches. On voit que c'est pas du tout le cas. C'est plutôt un lieu de gauchisme très violent et autoritaire. Oui, c'est ça. Ça nous a totalement surpris aussi. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la ZAD de Pertuis. Donc Pertuis, c'est dans le Vaucluse. Cette ZAD, elle s'est installée sur des terres agricoles où on voulait installer un projet d'agrandissement d'une zone commerciale. Donc voilà, une ZAD s'est installée et là on a découvert une faune très diverse de militants de gauche, évidemment. Donc il y avait des anciens gilets jaunes, il y avait des groupes autonomes, il y avait des écologistes traditionnels, mais il y avait aussi des militants queer, des antifascistes, des libertaires, bref, toute une faune de toute la diversité de la gauche radicale, c'est ça. Et ce qu'on a vu, c'est que c'était pas un monde meilleur, c'est clair. D'ailleurs, un ancien zadiste nous le dit. On s'attend à ce que ce soit un monde meilleur et parfois on y trouve un monde qui est bien pire. Et ça nous a largement fait penser à La Ferme des animaux de George Orwell, parce que par exemple on s'attend à une société, enfin une espèce de micro-société très horizontale ou très égalitaire. Et en fait c'est pas du tout ça. C'est les mêmes les mêmes notions qu'on peut retrouver dans notre société, avec une prime à la violence, au masculinisme entre guillemets. C'est ce qu'ils semblent combattre, parce qu'il y avait aussi des collectifs féministes à l'intérieur, avec des slogans affichés ni Dieu, ni maître, ni mari. Mais ce qu'on a vu, c'est que le pouvoir était aux hommes, le pouvoir était à ceux qui détenaient la violence, était à ceux qui avaient un fort capital culturel aussi, donc qui étaient quelque part des gourous. Donc voilà, ils n'étaient pas du tout à égalité. Et quand je parle de prime à la force, d'ailleurs notre évacuation en est une preuve, parce qu'on était là pendant un certain temps, on a été guidé par une figure de la ZAD qui en gros est un habitué de la ZAD et qui fait des tours de France dans les différents lieux d'occupation, et finalement on a été évacué par l'un d'eux qui voulait être le chef, de la sécurité, et qui nous a étalé. Vous a foutu dehors. Il nous a foutu dehors parce qu'il savait que vous étiez journaliste. Alors oui, on a voulu être totalement honnête. Alors on leur a expliqué notre démarche, qui est celle d'essayer de comprendre le mouvement écologiste dans toute sa diversité. Et finalement ils nous ont mis dehors parce que en fait on revient à la recherche de la pureté militante, c'est-à-dire qu'on n'était pas avec eux. Donc si on n'est pas avec eux à 100%, on est forcément contre eux. Donc on est des ennemis, et c'est pour cela aussi qu'ils nous ont appelés les baveux. Les baveux. Voilà. D'accord. Michel Onfray, ça vous surprend que ces activistes n'ont pas grand-chose à voir avec de grands démocrates et qu'ils ont un rapport finalement très semblable au rapport de force habituel? Ça vous surprend?
Hélas non, moi je souscris à ce que dit Anthony, parce qu'il faut faire un peu d'anthropologie, savoir comment fonctionne l'homme. C'est-à-dire la gauche depuis Rousseau estime que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui l'a perverti, qu'il suffit de modifier la société pour changer la nature humaine, et ça marche pas du tout. C'est une fiction. Il est bien évident que Anthony a raison d'expliquer qu'il faut faire de l'éthologie pour comprendre comment ça fonctionne un groupe, et surtout un groupe de ce genre de militants. Donc il y a des mâles dominants, donc il y a des mâles dominés, donc etc. On voit bien comment ça fonctionne. Et Anthony a raison aussi de renvoyer à la ferme des animaux. C'est indépassable ce texte d'Orwell pour expliquer comment les révolutions finissent toujours par instaurer un ordre qui est parfois pire que celui qui aura été détruit. Je rappelle que le tsarisme abolit l'esclavage et que le bolchevisme, d'une certaine manière, avec les goulags, restaure l'esclavage, puisque les gens dans les goulags travaillaient et travaillaient jusqu'à la mort. Donc oui, ça fonctionne comme ça. Il y a effectivement des gens qui rêvent tout haut, qui sont des enfants. C'est assez sidérant de voir que dans ces endroits-là, on a 3 neurones, quoi. On explique qu'il faut abolir le capital, en finir avec le salariat, supprimer la domination, et que le bonheur surviendra ou surgira. Mais s'il y a du capital et de la domination, il faut savoir pourquoi ça surgit. À ce moment-là, on fait de l'anthropologie et on découvre une nature humaine qui n'est pas forcément terrible. Mais pour ça, il faut réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez. Alors, avant de vous demander si vous êtes d'accord avec ce que Gérald Darmanin désigne comme l'écoterrorisme, je voudrais que Maxime Le Nagar nous donne une définition de ce concept qui est un peu nouveau et dont les auditeurs de Sud Radio ne sont pas nécessairement très au fait. L'écoterrorisme, c'est un néologisme, effectivement, qui est censé décrire, on va le dire simplement, des faits de violence ou de sabotage commis au nom de l'écologisme, d'ailleurs pas de l'écologie, parce qu'il y a une différence entre les deux. Le concept n'est pas si nouveau que ça, mais c'est vrai qu'il a été très peu utilisé dans le débat public en raison de sa marginalité idéologique et politique. En 2018, dans un article intitulé « Écoterrorisme, effet de loupe, pétard mouillé », le criminologue Xavier Hofer rappelait qu'en France, la portée de cette mouvance est avant tout symbolique. Alors il y a une figure archétypale de l'écoterrorisme, qui est celle de Theodore Kaczynski, qui était surnommé Una Bomber par le FBI dans les années 80. Lui, il envoyait des colis piégés aux partisans du progrès technologique. Rien de tout cela à Sainte-Soline, où l'on est davantage, et Anthony l'a rappelé tout à l'heure, en présence de militants d'ultra-gauche pour qui l'écologie est le nouveau étendard anti-système. On comprend toutefois l'intérêt pour le ministre de l'Intérieur d'utiliser ce néologisme pour la charge polémique qu'il véhicule. Alors Michel Onfray, j'ai une question à vous poser. Vous trouvez-vous que ces écologistes radicaux, ou prétendus tels, sans le savoir, sont des alliés très utiles du capitalisme? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Oui, parce qu'effectivement, ils ne touchent pas à l'essentiel. C'est-à-dire que quand il s'agit de toucher à la voiture qui fonctionne au diesel des gens modestes dans les campagnes, alors là, effectivement, on a des fascistes, on a des gens qui pratiquent des écocides, mais on ne touche pas à des choses essentielles. C'est-à-dire que, par exemple, on ne touche pas à l'ordinateur, au téléphone portable, à la tablette, enfin, à tout ce qui pollue considérablement et qui idéologise, qui contribue à l'idéologisation. Donc, il y a un moment donné où on se dit, cet universalisme auquel aspire la mondialisation et le capital ou le capitalisme, c'est très exactement ce à quoi travaillent ces gens-là. C'est-à-dire que on les voit en train de guetter le danger d'une viande génétiquement modifiée, mais ce sont des gens qui, par progressisme, estiment qu'effectivement on peut fabriquer des enfants génétiquement modifiés, qu'on peut fabriquer des gestations pour autrui, qu'on peut vendre des enfants, louer des utérus, et qui n'ont rien à redire à ce genre de choses. Donc il y a une espèce d'aveuglement, c'est-à-dire que ces gens qui veulent absolument que nous ayons des voitures électriques et pas du tout des voitures thermiques ne veulent pas savoir que les voitures électriques, que les moteurs électriques sont consommateurs de matériaux rares, qui supposent donc des politiques coloniales partout sur la planète et qui supposent, pour qu'on les obtienne, ces métaux rares, des techniques qui sont éminemment dangereuses pour la nature. Donc on voit effectivement que l'islamo-gauchisme travaille, et puis les écologistes travaillent dans le même sens que le capital, et d'ailleurs c'est pas très étonnant de les revoir tous au bout du compte, au deuxième tour des présidentielles, voter pour le même candidat. Ils défendent un même monde. Alors ils donnent l'impression qu'ils sont très différents, qu'ils combattent pour des choses essentielles, mais tous ces gens qui sont antispécistes par exemple et ne veulent pas qu'on mange de la viande sont tous des gens qui trouvent normal qu'on fabrique des viandes artificielles, et ces viandes artificielles sont faites dans des laboratoires où, une fois encore, on utilise des turbines, des réfrigérateurs, des congélateurs, des instruments qui sont éminemment polluants, et ça ne les gêne pas du tout. Ces viandes sont éminemment polluées, mais ils défendent cette viande parce qu'il n'y a pas eu de souffrance animale. Enfin, il faudrait prendre tous les dossiers comme ça et voir comment, sur l'antispécisme, sur les combats qui sont menés par ces gens-là, il y a finalement une espèce de détournement de l'attention, alors que pendant ce temps-là, le capital galope.
Oui, on aurait même pu ajouter que la plupart du temps, lorsque on parle de production de viande de synthèse, c'est aussi capitalistiquement des grands entrepreneurs comme Xavier Niel qui investissent dans ces sociétés-là. Anthony Cortez, vous pensez vous aussi que ces militants radicaux écologistes ne remettent pas en cause l'essentiel finalement? Alors c'est tout de même en train de changer, j'ai l'impression, avec les nouvelles générations et avec les penseurs actuels de l'écologie radicale. Qui sont-ils d'ailleurs ces penseurs? D'ailleurs, je vais revenir sur Andreas Malm. Tout à l'heure, je vous en parlais pour la théorie du flanc radical. Alors là, on est sur une théorie très concrète sur la lutte de terrain. Mais alors lui, il a aussi théorisé la notion de capitalocène, c'est-à-dire qui entre en opposition avec celle d'anthropocène, qui elle ne faisait pas de distinction entre les responsabilités de l'espèce humaine. Lui dit en gros non, la responsabilité du réchauffement climatique vient d'un petit groupe de personnes qui a imposé ses vues. Il parle en gros de l'émergence de la machine à vapeur qui a amené la société industrielle. Bref, il vise le capitalisme thermo-industriel. Et lui veut aller vers une union des gauches avec alors oui, les groupes anarchistes, libertaires, bref, d'ultra-gauche, mais pour viser directement le capitalisme. Alors, ce qui est intéressant avec Andreas Malm, c'est que ça ne reste pas au stade d'incantation. Il amène 4 pistes de révolution et parmi celles-ci, il parle de révolution pour traiter les causes et il égrène un certain nombre de propositions. Il y en a 10. Bon, je vais pas toutes les égrener, mais par exemple, il propose en premier lieu un moratoire total sur toutes les nouvelles installations d'extraction. Ensuite, il explique que le nucléaire, il ne faut pas le combattre parce que si on combat le nucléaire, ce sera le retour du charbon. Enfin voilà. Ce sont des propositions parfois radicales, parfois constructives. Lui, ce qu'il explique, c'est qu'il ne faut pas renverser forcément le capitalisme tout de suite, mais d'abord essayer d'amener d'énormes changements. Et si le capitalisme ne se réforme pas, il y croit pas, ça amènera forcément une révolution. En gros, il fait confiance aux masses, il fait confiance au peuple qui finira par refuser de travailler toujours plus alors que les températures augmenteront. Donc voilà, il y a tout de même des voies de révolution contre le capitalisme. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que Sandrine Rousseau est inspirée par ce penseur ou pas du tout? Alors, je ne pense pas. Alors, Sandrine Rousseau, on a pu échanger avec elle, on l'a rencontrée, parce qu'on a voulu aussi parler avec les représentants politiques qui se reconnaissent dans cette lutte-là, mais aussi qui sont loués par la jeune génération, parce que voilà, ils portent une certaine radicalité. Voilà, est-ce que c'est justifié ou pas? Ça, je laisse chacun mettre de le penser. Mais ce qui change avec la différence entre Andreas Malm et Sandrine Rousseau, c'est que Sandrine Rousseau veut aller vers une quête de la minorité agissante, pas vers une quête de la majorité. Andreas Malm, au contraire, il se tourne vers les masses, il se tourne vers le peuple pour aller vers une révolution contre les élites, que ce soit les élites politiques ou les grands patrons, les grands capitaines d'industrie, comme on dit. Donc voilà, il y a tout de même une différence. Et aussi, ce que nous dit Sandrine Rousseau, c'est que aujourd'hui, il faut aller vers des actions beaucoup plus tape à l'œil, beaucoup plus tapageuses. Il faut essayer de faire peur au système en lui montrant que voilà, on ne peut pas tout accepter. Lui, Andreas Malm, dit que alors oui, il faut aller vers les actions directes, il faut faire une place au sabotage dans les actions du mouvement climat, mais il ne faut pas se détourner des voies réformatrices. Il ne faut pas se détourner du politique totalement. Très bien, on va demander à Michel Onfray sa réaction dans un instant. On parlera aussi de maintien de l'ordre et de stratégie policière face à l'écoterrorisme et le mouvement social. On se retrouve sur Sud Radio dans un instant. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, votre nouveau rendez-vous radio sur Sud Radio tous les samedis matins de 10h à 11h en partenariat avec Front Populaire. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Onfray, toujours en compagnie de Maxime Le Nagar et notre invité est Anthony Cortez qui est auteur de l'enquête L'affrontement qui vient, de l'éco-résistance à l'écoterrorisme aux éditions du Rocher. C'est un livre qui évidemment trouve toute son actualité après les événements de Sainte-Soline. Alors, on s'interroge aussi sur les stratégies de maintien de l'ordre. On a vu sur les réseaux sociaux depuis quelque temps des scènes assez stupéfiantes de charges policières où on voit la matraque lourde des forces de police. On voit l'utilisation massive de gaz lacrymogène,
contre des journalistes, y compris contre des journalistes qui mettent en avant pourtant leur carte de presse. On a l'impression qu'il y a quand même un comportement policier assez nouveau. J'ai envie de demander à Maxime Le Nagar, qu'est-ce que prévoit ce que l'on appelle le schéma national de maintien de l'ordre, en gros le code de bonne conduite du maintien de l'ordre? Officiellement, on peut les citer, c'est concilier la possibilité pour chacun de s'exprimer librement et dans les formes prévues par le droit et empêcher tout acte violent contre les personnes et les biens à l'occasion des manifestations. Bon, évidemment, c'est très abstrait et très flou. Concrètement, ça vise deux choses. Un, rendre les forces de l'ordre le plus mobiles possible, contrairement à ce qui était le cas avant, on va le voir. 2, limiter les violences par l'interpellation directe, donc c'est une doctrine du contact. Et c'est le symbole d'un changement justement de la doctrine du maintien de l'ordre qui a eu lieu en fait à partir de 2019 et du mouvement des Gilets jaunes, surtout à partir du moment des effets de l'Arc de Triomphe. Auparavant, depuis 86, prévalait ce qu'on appelle dans le jargon la doctrine Malik Oussekine, qui était fondée justement sur le principe de mise à distance. Il était question que les policiers ne répercutent pas la bavure qu'ils avaient commise en 86 avec la mort de Malik Oussekine. Donc il fallait surtout rester à distance des manifestants et ne pas aller au contact. La doctrine de maintien de l'ordre s'est durcie sous l'influence de Laurent Nunez, qui était alors secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur. Oui, c'est 2019. Et c'est ce qui a mené à l'actuel schéma national de maintien de l'ordre, avec le retour des unités mobiles Brave M, qui rappellent d'ailleurs les brigades de voltigeurs à l'époque de Malik Oussekine. Toutefois, le Conseil d'État a annulé certains points du schéma national de maintien de l'ordre et demandé un encadrement très régulé des techniques de NAS. Alors, est-ce que c'est le cas en ce moment? La question reste en suspens. On va vous demander, Anthony Cortez, justement, est-ce qu'on sort du cadre républicain quand on voit ces images en ce moment C'est vrai qu'on peut se le demander, est-ce qu'il n'y a pas un usage excessif de la force? Et pourtant, c'est presque surprenant parce qu'on sort de plusieurs semaines de mobilisation pacifique, dans le calme, avec une stratégie qui avait changé par rapport au préfet allemand, c'est-à-dire que les forces de l'ordre n'allaient plus vraiment en contact, mais voilà, là aujourd'hui on voit une escalade. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on voit plusieurs radicalités qui se nourrissent. On voit la radicalité de l'ultra-gauche qui vient aux avant-postes et qui revient à l'avant des manifestations, et qui poursuit ces attaques de commerce des forces de l'ordre en face des forces de l'ordre qui ont l'air épuisées, qui ont l'air de ne plus vraiment comprendre non plus les consignes. On peut se demander jusqu'où cela va aller, parce que aujourd'hui on voit que dans les deux camps, que ce soit du côté de la majorité présidentielle ou du côté de ceux qui sont plutôt dans l'opposition, on ne va pas du tout vers une désescalade, donc c'est terriblement inquiétant. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Onfray? Est-ce qu'on est dans un cercle vicieux, en quelque sorte? Les violences policières finissent par nourrir les violences des manifestants. Je crois pas. Non, je crois qu'il y a un moment donné où il faut voir comment évoluent ces manifestations. Il y a un moment donné où on avait quand même des manifestations dans la rue encadrées par la CGT, où tout se passait correctement, où il n'y avait pas de débordement. C'est quand même étonnant. Avec les Gilets jaunes, il y avait des débordements. C'est étonnant aussi. Il y a un moment donné où on se dit, et c'est pour ça que on peut réfléchir sur le concept d'écoterrorisme. Je crois qu'il y a un moment donné où on peut effectivement l'utiliser. Avant, j'avais plutôt tendance à ne pas l'utiliser, mais quand on voit que des gens viennent avec des armes, on a vu des couteaux, on a vu des haches, on a vu des espèces de projectiles faits avec du plâtre et des clous ou des vis qui sont noyées dans ce matériau là, il y a des boules de pétanque qui étaient armées de lames de rasoir, etc. Donc il y a un moment donné où effectivement on veut tuer. On a fait savoir qu'il y avait sur un certain nombre de portables des photos des Robocop là en disant voilà, il faut taper ici pour faire mal. Donc il y a un moment donné où la théorie, elle est obligée d'avancer, elle est obligée de changer parce que la pratique a changé. La pratique militante ayant changé, la police est bien obligée de dire, mais avec des gens qui sont sur le terrain d'un genre de guérilla, on est dans les logiques de guérilla urbaine, donc avec des gens très mobiles, avec des gens qui se déplacent, avec des gens qui communiquent, avec des gens qui sont capables de se disperser puis de se regrouper. Donc il y a des stratégies militaires ou paramilitaires chez ces gens-là, avec même un uniforme, le fameux uniforme des habits noirs. Donc il y a un moment donné où la police est bien obligée de suivre. Elle ne précède pas pour le coup, elle suit. Donc les fameuses Brave M, ça a été créé justement pour pouvoir s'adapter à la mobilité de ces écoterroristes, enfin de ces gauchistes, qui eux sont extrêmement mobiles. Donc il y a un moment donné où il faut pas que ces gens-là soient plus mobiles que la force armée. Donc la force armée, elle est là avec des motos, et cette idée de dire qu'il y a une espèce de volonté répressive, je crois qu'il y a simplement une adaptation des stratégies des stratégies militaires, des stratégies de l'État,
en relation avec les stratégies de guérilla urbaine, avec des gens qui s'entraînent dans des camps. On ne sait pas d'ailleurs qui entraîne ces gens-là et comment ils sont entraînés, mais enfin on voit bien qu'il y a des groupes paramilitaires. C'est-à-dire que quand on stigmatise l'extrême droite chez Marine Le Pen, on oublie de dire que ces gens-là sont formés d'un point de vue militaire, qu'ils ont des armes, qu'ils ont des costumes, des habits, des façons de faire, des façons d'être, et que si on veut parler de milices fascistes, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller les chercher. Alors, Anthony Cortez, peut-être que vous avez des informations sur la manière dont on forme ces militants écologistes radicaux. Comment sont-ils formés et par qui? Alors, juste avant, pour réagir au terme écoterrorisme, alors là, pour le coup, je m'inscris en opposition à Michel Onfray, dans le sens où je ne considère pas, moi, qu'on en est à l'écoterrorisme. Alors, c'est vrai qu'il y a, on voit des régiments armés, voilà, avec certains du matériel. Moyens. Mais voilà, mais c'est davantage pour se préparer à l'affrontement que pour aller tuer dans une visée politique. Je pense qu'on n'en est pas encore là et qu'il faut encore rester. On n'est pas encore au stade des brigades rouges dans les années. Je pense qu'on n'en est pas encore là et qu'il faut prendre une certaine hauteur, parce que je pense déjà que s'il voulait tuer, il le ferait. Et là, aujourd'hui, on est davantage dans une tentative d'installer un rapport de force très radical et très prononcé. On est d'accord, mais je pense qu'on n'en est pas encore à l'écoterrorisme. Et d'ailleurs, pour l'écriture de ce livre, on s'est tourné vers les services de renseignement, on leur a parlé d'écoterrorisme, on leur a parlé de Sainte-Soline épisode 1, où il y avait déjà eu des affrontements très radicaux, très violents, et eux-mêmes nous avaient dit non, on n'en est pas encore là. Alors on est très vigilant vis-à-vis de cette menace-là, mais aujourd'hui, non, on n'en est pas là. Et ce que nous disent les services, c'était le ministre doit avoir des informations que nous n'avons pas, donc ça dit aussi quelque chose. En revanche, il existe, oui, une menace, une possibilité d'écoterrorisme à l'avenir, mais ce qu'on nous dit, c'est que ça viendra plutôt de groupuscules, de petits groupuscules ou de loups solitaires, parce qu'il y a une telle exaspération aujourd'hui, une telle défiance aussi de l'État, du pouvoir central et de sa surdité. Ça peut arriver parce qu'il y a eu des précédents, notamment en Allemagne en mars 2021, avec une tentative d'attentat d'une gigafactory Tesla. C'était un groupe d'ultra-gauche avec des revendications écologistes. Là, on peut parler d'écoterrorisme. Très clairement, aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas. Et qui forme ces militants? Est-ce qu'il y a des camps d'entraînement de ces militants? Ou est-ce qu'ils font tout sur Internet avec des tutos? Ouais. Il y a un peu de tout. Alors, je pense qu'on n'est pas vraiment dans des camps d'entraînement. Alors, à l'ultra-gauche, ils se forment, voilà, entre eux. Mais oui, il existe des tutos, notamment de sabotage. On l'a vu sur des sites libertaires, sur certains blogs, avec une explication très claire de comment saboter une canalisation, comment faire face à la violence. C'est eux qui le disent, à la violence policière. Donc oui, tout est mis en place. Il y a un certain nombre, il y a un vrai corpus. On est au bord donc de cela. Ouais. Oui, bien sûr. Alors voilà, c'est dans l'ADN de l'ultra-gauche, ce recours à la violence. Donc oui, ils se préparent. Ensuite, ça touche aussi le reste du mouvement écologiste. Eux sont pas vraiment formés, mais par ricochet, sont touchés aussi par cette tentation de la violence. Alors j'ai l'impression que Michel Onfray, je vais vous donner la parole dans un instant, vous pensez que le gouvernement pour l'instant joue encore le pourrissement avec le mouvement social, attend encore que finalement on se lasse, que l'opinion se lasse des manifestations et que les Black Blocs fassent comme dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire fassent cette image déplorable des mouvements qui finissent par dégoûter de sortir et de manifester. Oui, je pense que Macron ne sait pas où il va et il n'a pas une stratégie particulière, y compris la stratégie du pourrissement. Je pense que comme il ne fait rien, il ne sait pas quoi faire. On pense qu'il élabore une stratégie du pourrissement, mais je crois juste qu'il est débordé. Juste pour revenir sur ce que disait Anthony, moi je suis pas contre son analyse, parce que c'est ce que je disais. Je n'ai pas utilisé ce mot-là, mais écoterrorisme, mais je commence à me demander si on ne peut pas l'utiliser, eu égard au fait qu'effectivement il y a des gens qui sont prêts à se battre en faisant du mal et avec des armes qui sont létales. Donc je rappelle que les cocktails Molotov sont présentés comme des armes de guerre et qu'en Ukraine il y a des femmes qui fabriquaient des cocktails Molotov tout au départ. Vous parliez tout à l'heure d'Andreas Malm. Il a quand même écrit un livre qui s'appelle Comment saboter un pipeline, qui a été traduit en français, et ce monsieur s'en vient à l'Institut de la Boétie nous donner des cours, c'est-à-dire l'Institut de Jean-Luc Mélenchon, donner des cours de révolution. Donc les gens qui nous expliquent comment on doit saboter un pipeline, moi j'imagine que saboter un pipeline,
ça met quand même du pétrole, du gaz ou du carburant dans les sols. Et quand on a fait exploser un pipeline, évidemment, on n'est pas très écologiste, qu'on pollue quand même beaucoup plus que un rural qui utilise sa voiture diesel. Donc je pense qu'il y a une guerre qui est en train de se préparer et que, oui, bien sûr, il n'y a pas eu encore de sang versé. C'est ce qui fait que parfois je parle de guerre civile à bas bruit, elle est à bas bruit, mais je pense que quand des gens sont armés, le sang risque de couler bientôt. Merci Michel Onfray. Alors je voudrais vous signaler juste avant de nous quitter un rendez-vous important, c'est mercredi prochain. On vous retrouve Michel Onfray, Salgavo avec François-Xavier Bellamy à 20h30 et nous avons organisé un petit jeu avec les auditeurs. Romain Favert qui habite Gandelue, Bernadette Martinez de Villeneuve-le-Roi, Pascal de Andolenco, Louis Richet et Marie Moulena ont gagné des places pour assister à cet événement. Je vous remercie tous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. À tout de suite, on parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau.